Bonjour et bienvenue. Vous savez, notre société nous met une pression folle pour être populaire. On a l'impression que la valeur d'une personne se mesure à son nombre d'amis, à son agenda rempli. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la réussite sociale? Et si en fait, c'était tout le contraire? Si avoir un cercle d'amis très restreint était en réalité le signe d'une intelligence et d'une richesse intérieure bien plus grande? C'est cette idée, un peu à contre-courant, qu'on va explorer ensemble. Voilà la question de départ. Quand on se retrouve seul, vraiment seul, sans le bruit constant des notifications ou des invitations, qu'est-ce qu'on ressent au fond? Une sorte d'angoisse, ce vide que la société nous dit de fuir à tout prix, ou alors une paix, une tranquillité profonde? Eh bien, cette analyse suggère que ce calme, loin d'être un échec, pourrait bien être le refuge d'un esprit qui a compris l'essentiel. Allez, on attaque direct avec la première partie, ce fameux mythe de la popularité. On va décortiquer ensemble comment, depuis qu'on est tout petit, la société nous a un peu endoctrinés. De la cour de récré à Instagram en passant par le bureau, tout semble nous crier que plus on a d'amis, plus on a de la valeur. Mais est-ce que c'est vrai? Regardez bien, ici, c'est deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, on a la vision de la société. Il faut collectionner les contacts, être partout, être populaire. La solitude, c'est pour les perdants. Et de l'autre, on a une réalité psychologique bien plus fine. La vraie force, elle n'est pas dans le nombre, mais dans la qualité, la profondeur des liens. Et la solitude, ce n'est plus un vide à combler, non, ça devient un espace précieux, un véritable sanctuaire. Ok, donc si la quantité n'est pas le but, qu'est-ce qui se passe vraiment? Avoir peu d'amis, attention, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de créer des liens. Pas du tout. En fait, c'est un choix souvent inconscient, un mécanisme de protection hyper intelligent, c'est ce qu'on va appeler le filtre protecteur. Le concept clé, il est là. L'hypersélection affective. Ça sonne un peu complexe, mais c'est simple. Ce n'est pas de l'arrogance ou du mépris pour les autres, c'est un bouclier. Quand on a conscience de l'énergie incroyable que demande une vraie relation, une connexion authentique, on arrête de la gaspiller. On comprend que chaque interaction superficielle, chaque small talk, nous pompe une énergie vitale qu'on pourrait mettre ailleurs. Et cette métaphore, elle est juste parfaite. Un esprit sensible, c'est une maison de verre. C'est magnifique, c'est lumineux, mais c'est aussi incroyablement vulnérable. Alors, laisser entrer n'importe qui, sans filtre, c'est prendre le risque de laisser entrer le vent, la pluie, le chaos, la futilité. L'esprit intelligent, lui, choisit instinctivement qui a le droit de franchir le seuil. C'est de la survie. Très bien, mais qu'est-ce qui nous donne la force d'utiliser ce filtre? Qu'est-ce qui nous permet de ne pas avoir peur de la solitude? La réponse, elle est à l'intérieur. C'est ce qu'on a voir maintenant, le pouvoir d'un monde intérieur riche. Parce que quand cet espace est plein, le besoin de le remplir avec du bruit extérieur, il disparaît, tout simplement. Le truc, c'est que pour un esprit profond, la solitude n'est jamais vide. Jamais. C'est un espace peuplé de pensées, de projets, de dialogue avec soi-même. Cet esprit-là, il n'a pas besoin d'une foule pour se sentir vivant. Il est déjà vivant de l'intérieur. C'est une forme de liberté incroyable, en fait. Ça nous libère de la dictature de l'approbation des autres. Et il y a un autre facteur crucial, l'empathie. Pour quelqu'un de très empathique, être dans une foule, ce n'est pas juste être entouré de gens. C'est comme être une éponge au milieu d'un océan d'émotions. Ça absorbe tout. C'est épuisant. C'est une vraie taxe neurologique. Du coup, restreindre son cercle, ce n'est pas un choix de luxe, c'est une mesure d'hygiène mentale. C'est vital pour ne pas finir complètement vidé. Du coup, cette richesse intérieure, elle ne nous pousse pas à rejeter les autres. Au contraire, elle nous pousse à chercher un autre type de connexion. On ne cherche plus de simples connaissances. On part en quête de quelque chose de bien plus rare, de bien plus précieux, ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. Écoutez bien ce terme, un tuteur de résilience. C'est tellement fort. Ce n'est pas l'ami avec qui on va juste boire un verre pour passer le temps. Non, c'est la personne qui, par sa simple présence, par son écoute, nous aide à nous relever quand on est à terre. C'est un pilier. Et sincèrement, on n'a pas besoin d'une forêt de piliers. Juste de quelques-uns, mais des solides. La différence est flagrante. Les amitiés superficielles, c'est comme du fast-food pour l'âme, du sucre rapide. Ça donne un petit coup de fouet sur le moment, une illusion de connexion, mais juste après, on se sent encore plus vide. Ça draine l'énergie. Les tuteurs de résilience, eux, c'est de la nourriture lente. Ça se construit dans le temps, ça nourrit en profondeur et surtout ça renouvelle notre énergie. Et voilà, l'analogie qui résume tout. Il ne s'agit pas de passer sa vie à ramasser tous les cailloux qui brillent un peu. Non, il s'agit d'être un chercheur d'or, de passer au crible des tonnes de sable pour trouver la pépite rare, celle qui a une valeur inestimable, ce lien authentique qui peut changer une vie. Tout ce cheminement, cette quête de profondeur, ça nous mène à un endroit bien précis, une étape clé de notre développement, l'autonomie affective.
C'est le vrai sommet de la maturité. C'est le moment où on passe du j'ai besoin des autres au je choisis les autres. La nuance est énorme. Regardons cette progression, c'est fascinant. On part tous, plus ou moins, de l'étape 1, la dépendance à la meute, le besoin adolescent de faire partie d'un groupe pour exister. Le problème, c'est que beaucoup d'adultes y restent coincés. La vraie évolution, c'est l'étape 2, l'autonomie. Et ça débouche sur l'étape 3, la plus belle. Les liens ne sont plus là pour combler un vide, ce ne sont plus des béquilles, non, ils sont là pour célébrer la vie, pour partager un émerveillement commun. Et on arrive à la fin de notre parcours. Et la conclusion, c'est que, finalement, ce petit cercle d'amis n'est absolument pas un problème. C'est une victoire. Un triomphe, oui, mais un triomphe silencieux. C'est la signature discrète d'un esprit qui a préféré la profondeur à la superficialité. Cette dernière image est peut-être la plus juste. Pour naviguer dans les tempêtes de la vie, de quoi a-t-on vraiment besoin? D'un phare, un seul, mais solide, qui nous guide dans le noir, ou de 100 petites bougies qui vont s'éteindre à la première bourrasque? Le choix est un choix de solidité, un choix de durabilité. Alors voilà le message final. C'est un message de validation totale. Ce petit cercle, ce n'est pas un échec social. Ce n'est pas une anomalie. C'est la preuve d'une force intérieure immense. C'est le résultat d'un long chemin pour se libérer de la peur du jugement et du besoin d'approbation. C'est tout simplement le triomphe de la maturité. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette dernière question. Et si ce petit cercle n'était pas un mur qui isole du monde, mais plutôt un chef-d'œuvre, une sorte de collection privée, une galerie d'art où chaque personne a été choisie avec soin pour sa beauté intérieure, sa profondeur, une collection de pépites d'or et non de cailloux. Ça change tout, mon. Merci d'avoir suivi cette réflexion.